vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, des manifestations commencées après la mort de George Floyd se sont poursuivies ce vendredi ici aux États-Unis. Hier à Minneapolis, un hommage a été rendu à ce noir tué par un policier blanc. Dans ce journal, nous irons au Kenya où de nombreuses personnes touchées par la pandémie du Covid-19 sont stigmatisées. Nous verrons comment des équipes médicales tentent de leur apporter secours. Nous sommes vendredi, donc nous parlerons culture avec Roger Muntu dans Culture Hebdo. Nous évoquerons aussi cette percée internationale du cinéma zimbabwéen avec la sortie sur Netflix de Cook-Off. Une fois encore, bonsoir. Des manifestations pour la plupart pacifiques ont une nouvelle fois eu lieu ici aux États-Unis pour réclamer justice et la fin des discriminations raciales. Des milliers de personnes, toutes origines confondues, ont ainsi défilé sur le pont de Brooklyn à New York et dans les rues de Washington, D.C., la capitale, Seattle et Los Angeles, trois villes où le couvre-feu a été levé. L'indignation continue également à dépasser les frontières, comme à Vienne, où une manifestation a rassemblé environ 50 000 personnes, ou encore à Varsovie. À Minneapolis, familles, responsables religieux ou politiques et célébrités se sont rassemblés à l'Université chrétienne nord-centrale pour honorer la mémoire de George Floyd, cet Afro-Américain dont la mort à 46 ans sous le genou d'un policier blanc le 25 mai dernier a déclenché une profonde vague de colère. Alors que des centaines de personnes se rassemblaient donc jeudi à Minneapolis pour ce service commémoratif en l'honneur de George Floyd, les législateurs américains, toute affiliation politique confondue, condamnaient ouvertement le recours à la force par la police qui a conduit à la mort de cet homme de 46 ans. Un reportage signé Jésus-Zemen Oni, le récit est de Gabi Dorsil. C'est le début d'une série de services commémoratifs prévus avant que George Floyd ne soit enterré. Des centaines de personnes se sont réunies à Minneapolis pour cet hommage jeudi 4 juin. Point culminant de la cérémonie, l'oraison prononcée par le révérend Al Sharpton, qui a entre autres dénoncé le racisme systémique et la discrimination dont sont victimes les Noirs et autres minorités aux États-Unis. Nous n'avons pas de problème pour dénoncer la violence, monsieur le gouverneur. Nous n'avons pas de problème, monsieur le maire, pour dénoncer des pillages. Mais il semble que certains, dans le système de justice criminelle, ont un problème pour regarder une vidéo et savoir qu'il existe une cause probable. Et il vous faut longtemps avant de faire ce qui vous paraît nécessaire. Entre-temps, au Congrès, les démocrates du Sénat ont observé un long moment de silence de 8 minutes et 46 secondes, se souvenant de chaque seconde où Floyd était coincé sous le genou du policier Derek Chauvin. Nous nous réunissons ici dans une vénération solennelle, non seulement pour marquer sa mort tragique, mais pour honorer sa vie. Qu'ils soient démocrates ou républicains, les législateurs américains ont rapidement condamné la mort de l'Afro-Américain George Floyd après son interpellation par la police. 4 policiers ont été inculpés pour sa mort. C'est un appel au réveil attendu depuis longtemps dans le pays, car il y a trop de ces cas où des hommes afro-américains meurent en garde à vue dans des circonstances assez brutales. Le principal républicain du Sénat a également dénoncé la violence qui a conduit à la mort de Floyd. Dans aucun monde, l'arrestation d'un homme pour une infraction mineure présumée ne devrait impliquer un policier mettant son genou sur le cou d'un homme pendant 9 minutes pendant qu'il crie « Je ne peux pas respirer », puis se tait. Alors que les dirigeants républicains ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec la famille Floyd, ils se sont montrés moins virulents en critiquant les actions du président Donald Trump qui, cette semaine, a appelé les militaires à réprimer les manifestations à l'extérieur de la Maison-Blanche. Également dans l'actualité ce soir, une réunion du Conseil de sécurité est prévue ce vendredi à l'ONU autour du thème « Paix et sécurité en Afrique ». L'un des principaux sujets de discussion concerne les accusations d'exaction des soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui se multiplient dans le Sahel contre les populations locales.
Début avril, la MINUSMA avait dénoncé, on s'en souvient, la multiplication des méfaits imputés aux armées nationales. Sans une exécution extrajudiciaire perpétrée par l'armée malienne entre janvier et mars, une trentaine d'autres par l'armée nigérienne, 12 personnes arrêtées pour complicité avec les djihadistes sont mortes dans des cellules au Burkina Faso et 102 personnes auraient été tuées par l'armée dans la région de Tillabéri. Au Nigeria, des bandes armées ont tué 21 personnes lors de leur dernière attaque contre des villages dans le nord-ouest du pays. Selon la police, les assaillants qui tentaient de voler du bétail ont abattu 15 personnes lors d'affrontements avec des habitants de 6 villages reculés de l'état de Zamfara mardi. Toujours selon la police, les hommes armés sont revenus le lendemain et ont abattu 6 personnes lors des funérailles des victimes de la veille. La semaine dernière, des dizaines de personnes ont été tuées dans plusieurs villages dans l'état voisin de Sokoto. En mai dernier, l'armée nigériane a effectué des raids aériens pour tenter d'arrêter ces attaques. La vie reprend petit à petit son cours normal en Tunisie. Les lieux de culte, bars, restaurants et hôtels sont de nouveau ouverts au public, notamment à Tunis, la capitale, après leur fermeture en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Pour autant, tous ces établissements sont toujours soumis à des mesures de sécurité pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Donc, la Tunisie compte à ce jour 1087 cas de contamination au Covid-19. 965 personnes ont été guéries de la maladie et 49 en sont mortes. Le 27 mai dernier, le gouvernement burkinabé a décidé de reprendre les activités scolaires et de valider l'année scolaire 2019-2020 après environ 3 mois de suspension du fait de la pandémie de Covid-19. Mais pour Souleymane Badiel, secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, ces décisions soulèvent de nombreuses préoccupations. Il est joint par Arzouma Compaoré. Le problème en ce moment, c'est que le Conseil des ministres a pris des décisions et s'est substitué à des instances qui existent dans les établissements pour acter un certain nombre de choses, telles que par exemple le passage et le redoublement des élèves. Par exemple, le Conseil des ministres a décidé que pour les classes, toutes les intermédiaires au post-primaire, secondaire et au primaire, l'année scolaire est terminée. Ensuite, pour les classes de CP1, de CE1 et de CM2, tous passent en classe supérieure, avec seulement à peine 2/3 des programmes exécutés. La situation que ça va créer, c'est que ils vont aller à un niveau supérieur et ils vont être bloqués parce qu'ils n'auront pas les prérequis nécessaires pour affronter les classes supérieures. Et pour ce qui est de nos préalables, ils ne donnent aucune explication, ni sur la base légale de la coupure, ni sur le fait que jusque-là, il n'est pas encore corrigé cette situation-là pour plus de 600 travailleurs. Et pour résumer, on les a privés de salaire pendant que nous étions dans la période justement de la pandémie avec toute la psychose, la quarantaine, la nécessité qu'il y avait que chacun ait des ressources pour s'approvisionner. Le salaire du mois de mars de ces travailleurs ont été suspendus. D'autres, ça l'a été pour le mois d'avril. Et le gouvernement n'a donné aucune explication à aucun d'eux sur la raison qui a prévalu justement à cette suspension de leur salaire. Et le problème ne se pose pas en termes d'achever l'année scolaire, le problème se pose en termes de réunir les conditions minimales pour pouvoir achever correctement cette année scolaire. Et on pense que le gouvernement doit pouvoir changer d'avis, mais ça demande aussi que les parents effectivement comprennent les enjeux qui sont liés justement aux décisions prises par le gouvernement. Nos organisations sont convaincues que l'année scolaire et académique 2019-2020 peut être achevée. Elle peut être achevée, mais en reprenant les cours pour qu'on ait un niveau d'exécution des programmes qui permettent
de doter les élèves et les étudiants de connaissances suffisantes. La République démocratique du Congo ouvre son premier centre de dépistage Covid-19 offrant un service gratuit avec le soutien logistique et financier de l'ONG israélienne Magen David Adom. Au centre, une trentaine de médecins sont installés sous des tentes pour examiner au moins 150 personnes par jour. Plus de détails avec Blanche Sanou. Dans la lutte contre le nouveau coronavirus, les autorités congolaises veulent détecter plus de cas afin de mieux renforcer la riposte et le traitement. Ici, nous faisons juste un prélèvement en respectant bien sûr les normes de biosécurité, mais les échantillons sont envoyés à l'INRB en respectant bien sûr la chaîne de froid parce que les échantillons doivent être gardés entre 2 et 8 degrés. La première fois, nous avons envoyé près d'une centaine d'échantillons. En tout cas, on avait près de 17 cas positifs déjà. Selon des sources sécuritaires, la capitale Kinshasa est aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 dans le pays avec près de 2800 cas. Face à l'incertitude, de nombreux volontaires sont venus se faire dépister. J'avais déjà les maux de tête, j'avais pris les médicaments pour la malaria, mais je sens que j'ai toujours les maux de tête qui continuent. J'ai la poitrine qui n'est pas du tout bien, j'ai tout un peu et c'est comme ça que je me suis dit autant mieux me faire dépister que rester à la maison. Il y a 2 personnels de l'équipe qui vous posent des questions pour savoir vos antécédents, est-ce que vous avez des symptômes ou bien vous avez été en contact avec quelqu'un, vous répondez à toutes ces questions, si vous êtes diabétique, cardiopathe ou pas. Après avoir répondu à ces questions, on prélève les échantillons, on commence par la bouche où on prélève la salive. Malheureusement, cette nouvelle pandémie de Covid-19 vient s'ajouter à celle du virus Ebola déjà présente dans l'est de la RDC. Cette semaine, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a annoncé le retour de la fièvre hémorragique Ebola dans la région du nord-ouest du pays. 4 personnes sont décédées selon les autorités sanitaires. Toujours en République démocratique du Congo, c'est le 11 juin prochain que les plaidoiries concernant le procès pour détournement des fonds destinés à la construction des logements sociaux dans lequel comparaît Vital Kamerhe vont commencer. Le principal allié et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi comparaît aux côtés de 2 autres prévenus. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a fini d'entendre les témoins hier. Le procès avait repris mercredi sous la présidence d'un nouveau juge après le décès brutal du prédécesseur dont les résultats officiels de l'autopsie seront publiés dans les jours qui viennent. Le tribunal devrait également se prononcer sur une 3e demande de liberté provisoire de M. Kamerhe. Au Kenya, avec l'augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19 à Nairobi, de nombreuses personnes touchées sont stigmatisées pour être porteuses de la maladie. Beaucoup sont prises en charge par des équipes médicales loin de chez eux, y compris aux abords des routes. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus. Chaque jour, Samuel Kagamu et ses collègues sont stationnés dans ce quartier de Nairobi. Ils attendent d'un instant à l'autre des appels du Centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé pour secourir d'éventuels patients de Covid-19. Le ministère de la Santé est celui qui coordonne l'endroit où se trouve le patient. Une fois qu'il établit où il se trouve, il appelle le chef d'équipe sur le terrain et lui donne les informations sur le patient. Immédiatement, le chef envoie une équipe. L'équipe se protège avant de rejoindre le patient ou parfois, elle le fait une fois sur les lieux. Une fois le patient protégé et désinfecté, on lui donne un masque facial. Cas pratique, Samuel Kagamu vient de recevoir un appel du comité d'urgence pour un cas suspect de Covid-19. Après le port de l'équipement de protection personnelle, nous empruntons la route avec son équipe. Après avoir parcouru quelques artères de Nairobi, l'équipe s'arrête en plein milieu de la voie. Curieusement,
C'est ici que se trouve le cas suspect. Le défi est que le Covid-19 entraîne beaucoup de stigmatisation parce que la plupart des gens ne comprennent pas bien la maladie. Donc la plupart des patients ne sont pas à l'aise d'être là où ils sont connus, peut-être leur lieu de travail. Donc ils trouvent un endroit où ils sont à l'aise et c'est là que nous allons les chercher. Fuir donc son lieu de travail ou son domicile où on est connu et se retrouver dans un endroit où on est moins reconnaissable, c'est la stratégie trouvée par les personnes présentant des signes de Covid-19 pour échapper à la stigmatisation, même après guérison. Cet endroit, c'est généralement en bordure de la voie publique et Samuel estime que les présumés porteurs du virus se sentent mieux à l'aise là-bas. Par à l'aise, je vais dire un endroit où le patient n'est pas connu, où il ne fera pas face à beaucoup de stigmatisation par rapport à l'endroit où il est connu et peut rencontrer beaucoup de stigmatisation. Vous êtes obligé de repartir vers les mêmes personnes et c'est possible qu'elles ne veuillent pas vous recevoir. C'est l'un des défis que vous avez. Des personnes doublement affectées donc par la maladie et le rejet de la société. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Dans le but de minimiser les contacts entre les patients infectés et le corps médical, le Rwanda a déployé 3 robots offerts par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ceci pour effectuer des tâches simples comme la prise de température ou encore la surveillance des patients. Le Rwanda, qui compte à ce jour 410 cas de contamination pour 2 décès, utilise déjà des drones pour tenir les habitants de la capitale Kigali informés des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus et également pour aider à attraper ceux qui ne les respectent pas. Voyons cela dans cet élément d'Arzuma Compaoré. Alors que des policiers arrêtent des voitures et des piétons dans les rues pour demander pourquoi ils sont sortis, 2 drones bourdonnent au-dessus d'eux, l'un diffusant à haute voix des instructions et l'autre surveillant les mouvements. Le porte-parole de la police, John Bosco Kabera, a déclaré que les drones permettaient aux autorités de surveiller les mouvements au-delà des points de contrôle qu'ils ont installés autour de la ville. Les points de contrôle sont statiques et des drones volent dans des zones où les points de contrôle ne sont pas montés et où les patrouilles ne peuvent pas se rendre. En fait, nous avons 2 drones. L'un diffuse le message et l'autre prend des photos. Alors que certains peuvent trouver cela stressant et trop restrictif pour leur liberté, pour d'autres, comme Christophe Kamanzi, c'est un excellent moyen d'identifier ceux qui ne respectent pas le verrouillage. C'est merveilleux qu'ils utilisent des drones parce que les gens ne veulent pas rester confinés. Au cas où les chiffres continueraient d'augmenter, je voudrais demander au gouvernement d'apporter tout ce qu'il peut, même l'armée, pour arrêter la propagation de cette pandémie mortelle. Même si Rehema Kanyana, une Rwandaise de 50 ans, mère de 4 enfants, a été arrêtée plusieurs fois sur le chemin de l'hôpital, elle dit qu'il est important que les gens restent à la maison. Beaucoup de gens ne comprennent pas la nécessité de ce verrouillage parce qu'ils disent qu'ils ont faim. Pour moi, je suis d'accord avec la mesure, mais la situation est difficile, nous vivons sans revenus. Mais pour notre gouvernement, c'est aussi un gros fardeau, car il doit nous protéger contre cette pandémie. C'est pourquoi nous trouvons que c'est une bonne idée d'utiliser ces drones. La différence est très claire. Premièrement, nous voyons vraiment où les gens peuvent désobéir aux consignes et essayer de se déplacer ou de sortir de chez eux. C'est très important, le message est simple, restez à la maison.
C'est le message du gouvernement, de la police nationale. C'est ce que nous appliquons. Il est donc très important de s'assurer que nous trouvons et identifions les contrevenants afin que nous informions la police pour le déploiement, pour les patrouilles et tout. Nous informons les autorités locales et faisons appel à la population afin qu'elle puisse rester chez elle. C'est donc très, très important car ces drones atteignent là où la police ne peut pas atteindre immédiatement. Comme de nombreux pays africains, le Rwanda compte à ce jour relativement peu de cas de Covid-19. Au moins 138 cas ont été confirmés et sans décès, mais on craint que la pandémie ne fasse des dégâts bien plus graves sur le continent dans les mois à venir. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire, comme son nom l'indique, consacré à la culture. Et c'est avec Roger Muntu. Bonsoir Roger et bienvenue. Alors Roger, on commence par l'Opéra de Vienne qui rouvre ses portes pour 100 heureux élus par représentation. Bonsoir John. Oui, le plus grand et plus populaire théâtre viennois proposant opéra, opérette, comédie musicale et spectacle de danse pour un divertissement musical de la plus haute qualité, fermé depuis la mi-mars, a annoncé mercredi qu'il reprendrait ses représentations déjà à partir de lundi avec un public réduit à 100 spectateurs par soir pour respecter les mesures en vigueur contre l'épidémie de nouveau coronavirus. L'établissement lyrique qui avait prématurément mis fin à sa saison prévoit 14 concerts jusqu'à fin juin. Seuls 100 privilégiés, comme je venais de le dire, seront admis dans la salle de 1709 sièges, comme l'exige la réglementation pour l'organisation de manifestations culturelles. L'opéra ne présentera pas pour cette reprise de grandes productions du répertoire, mais surtout de récitals et de la musique de chambre. Les tickets seront vendus entre 36 et 100 euros. La programmation de cette salle, qui compte parmi les plus courues du monde, devrait reprendre normalement à partir de septembre. L'Opéra de Vienne programme habituellement 350 représentations par saison pour 600 000 spectateurs et contribue au rayonnement artistique et touristique de la capitale autrichienne. Et si vous n'êtes pas fan d'opéra, il y a pour vous du cinéma. Et à ce propos, Roger, Nollywood est définitivement un laboratoire d'idées malgré la crise du Covid-19. Vous l'avez dit, un film tourné en 4 jours avec un téléphone portable sans contact physique avec ses acteurs. Le pari du réalisateur Obi Emelonye en pleine crise du coronavirus qui frappe durement l'industrie du cinéma nigérien et à l'image de Nollywood, un mélange d'optimisme têtu et d'art de la débrouille. Emelonye, à qui l'on doit plusieurs succès du box-office nigérien, a eu l'idée de ce court-métrage en voyant son épouse faire une visioconférence sur Zoom, une application de télétravail que beaucoup utilisent, comme nous aussi à VOA Afrique, devenue incontournable ces dernières semaines, alors qu'une bonne moitié de la planète était confinés. Un jour de répétition, de tournage, les acteurs sont filmés au téléphone par leurs parents respectifs, à la maison donc, et à un des post-productions après. Quelques 50 000 emplois, rappelons-le ici, quelques 50 000 emplois directs, tous métiers confondus, sont aujourd'hui menacés selon les estimations des associations de distribution nigériens. En tout cas, courage aux réalisateurs. Restons dans le cinéma, Roger, cette fois pour parler du Festival de Cannes qui va dévoiler une sélection de 56 films. Exactement, restons dans le cinéma. Les 56 films constituant sa sélection officielle qui bénéficieront de ce label en l'absence de festival cette année, annulé en raison de l'épidémie de coronavirus. Au total, 2067 longs métrages ont été reçus par le festival cette année, dépassant pour la première fois la barre de 2000
en 2019 d'après les organisateurs. La crise et le ralentissement des processus de post-production n'auront pas donc eu d'impact sur l'envoi de films en sélection. Mais cette sélection sera également fortement française. Cannes a ainsi retenu 21 films français cette année, soit 8 de plus que l'an dernier. Parmi ces films, 8 sont réalisés par des femmes, donc disons 38%, et 9 sont des premiers films, soit 42%. Voilà. C'est tout pour Culture Hebdo aujourd'hui, John. Bon week-end à vous et bon week-end à nos chers téléspectateurs. On ne quitte pas tout à fait la culture et le cinéma. Le film zimbabwéen Cook Off, une romance centrée sur une compétition gastronomique, est disponible depuis le 1er juin sur la plateforme mondiale de streaming Netflix. Il s'agit là du premier film zimbabwéen sur le site du géant du divertissement en ligne. Cook Off aura l'importante mission d'introduire l'audience internationale de Netflix au cinéma zimbabwéen. Plus de précisions avec Dili Diko. L'histoire est celle d'une mère célibataire zimbabwéenne qui trouve l'amour lors d'une compétition gastronomique télévisée. Il y a environ 2 mois, le producteur de Cook Off, Joe Njagu, a été contacté par la plateforme de streaming Netflix et désormais, le film est disponible en ligne. Cook Off étant maintenant sur Netflix, c'est un grand pas pour nous. C'est en quelque sorte un premier contact avec l'audience internationale, un bonjour. J'ai rencontré beaucoup de gens d'un peu partout qui m'ont avoué, lorsque je leur ai dit que je suis cinéaste, qu'ils n'ont jamais vu un film zimbabwéen. Alors maintenant, nous sommes en mesure de demander « Est-ce que vous avez Netflix ?» En ce moment, vous pouvez y voir un film zimbabwéen. Le producteur de Cook Off se dit très fier du fait que le Zimbabwe est le 3e pays d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria et l'Afrique du Sud, à voir son cinéma représenté sur Netflix. Il explique que le film cherche à projeter une image différente de ce pays dont on entend souvent parler pour ses crises économiques. Je voulais que tout le monde sache qu'il y a bien plus au Zimbabwe que ce qu'ils entendent. Nous aussi, nous tombons amoureux. Nous apprécions la bonne nourriture. Nous aussi, nous avons de très belles histoires. Nous sommes aussi humains. Grâce à l'accord conclu avec Netflix, le producteur explique que l'équipe a pu faire un retour sur son investissement, payer les factures, les acteurs et les techniciens. Produit avec le maigre budget de $8,000, le film sorti en 2017 n'a reçu qu'une très petite audience au Zimbabwe, bien qu'il ait remporté des prix cinématographiques en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Désormais, Cook Off pourra être vu par bien plus de personnes puisque Netflix compte plus de 189 millions d'abonnés. Excellent week-end. Never